Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 31 mars 2015. Retour au passé pour cette émission, retour à une histoire contemporaine qui date d'une cinquantaine d'années et qui a durablement traumatisé notre pays. Cette histoire, c'est celle de la guerre d'Algérie et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau un des meilleurs spécialistes du sujet. Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. Alors, Benjamin Stora, merci d'être venu sur nos ondes. Un rapide rappel de présentation, historien, professeur d'université. Vous êtes à la tête de la Cité nationale d'histoire de l'immigration depuis quelques mois. Sur la guerre d'Algérie, j'ai dénombré dans la bibliographie de votre dernier ouvrage quelques 24 livres déjà publiés, et cela sans compter les innombrables articles, documentaires réalisés seuls ou avec d'autres, et aussi d'autres livres consacrés au Maghreb. Il y a cependant dans votre démarche récente quelque chose qui va certainement parler au cœur de beaucoup de mes auditeurs. C'est la dimension juive qui, il faut bien le dire, dans vos jeunes années et pendant les premières décennies de votre travail, n'apparaissait pas. En 2006, et je vous avais déjà reçu pour cet ouvrage, vous avez publié Les 3 exils juifs d'Algérie. Et là, vous venez de publier aux éditions Stock un livre court de 137 pages, mais extrêmement dense, Les clés retrouvées, sous-titre « Une enfance juive à Constantine ». Alors cette fois-ci, vous êtes vous-même le héros de l'histoire, une histoire qui rassemble les éléments dispersés du mémoire enfantine entre 1955 et 1962, une mémoire qui se confond à la fois avec la guerre, mais aussi avec les dernières années de la communauté juive de la ville qui va partir en même temps que votre famille quand vous aviez tout juste 11 ans et demi. Et Benjamin Stora, je dois dire, avant de vous poser la première question, que j'ai été bouleversé par ce livre parce que je suis à peine plus jeune que vous. Mon enfance, c'était dans la Tunisie voisine, mais j'ai retrouvé dans cette peinture de la fin d'une époque beaucoup de points communs avec mes propres souvenirs. Alors, pour planter le décor historique de votre récit, j'aimerais que vous évoquiez d'abord 2 journées particulières où votre mémoire, en quelque sorte, s'est imprimée sur des événements historiques. La première journée, c'était le 20 août 1955. Vous avez 4 ans et demi et vous voyez une scène traumatisante, vous allez raconter laquelle. Et puis le 12 juin 1962, vous quittez définitivement le même appartement avec vos parents et votre sœur aînée. Est-ce que vous pourriez raconter ces 2 souvenirs à nos auditeurs ? Tout d'abord, merci pour votre invitation à Judaïque FM et à votre émission que j'apprécie beaucoup. Merci. Et vous dire, bien sûr, qu'il y a 2 séquences dans cet ouvrage, une séquence un peu fondatrice et puis celle qui termine. La séquence inaugurale, c'est celle de l'entrée de soldats français dans mon appartement, le petit appartement que nous occupions avec ma mère, mon père et ma sœur, donc qui se situait en face des gorges du Rumel, dans la ville de Constantine. Il faut savoir que la ville de Constantine a été construite sur un rocher à 600 mètres d'altitude. Donc c'est une ville un peu nid d'aigle qui est entourée de ponts et de gorges. Et donc pour entrer dans la ville ou en sortir, il fallait obligatoirement passer par ces ponts. Et lorsqu'il était difficile de passer par ces ponts, il fallait essayer de passer par j'allais presque dire les falaises, en fait, les gorges. Or, le 20 août 1955, des Algériens qui se réclamaient de l'indépendance de l'Algérie avaient tenté, disons, de rentrer dans la ville de Constantine. Et ce 20 août 1955, donc, des soldats de l'armée sont brusquement rentrés dans notre petit appartement, ont installé une mitrailleuse et ont fait feu sur les gorges, sur les parois des gorges qui se trouvaient, disons, juste en face de notre appartement. Ce qui faisait naturellement un bruit terrible, terrifiant, et l'odeur aussi, l'odeur terrible de la poudre, des balles qui giclaient. Donc, entre cette odeur et ce bruit assourdissant d'une mitrailleuse dans un appartement petit, tout petit, fait qu'il y avait ce souvenir en moi. Et j'ai cru pendant très longtemps peut-être que ce souvenir était celui d'un film de guerre, par exemple, qu'on voyait au cinéma dans ces années-là, et qu'il renvoyait peut-être, je l'ai cru longtemps, à une fiction. Et en fait, c'était pas une fiction. Lorsque j'ai vieilli et lorsque j'ai réfléchi à ce moment, en fait, c'était bien réel. C'était une sorte de séquence inaugurale et d'entrée dans la guerre, en fait, dans une situation difficile et compliquée. Alors, et le 12 juin 1962, quel souvenir ? Et le second moment, c'est celui tout simplement du départ de cet appartement, précisément, que nous occupions toujours. Le départ, donc, le 12 juin 1962,
où je garde là encore beaucoup plus nettement dans ma mémoire, j'étais beaucoup plus grand, puisque j'avais près de 12 ans, le fait de partir, de quitter, disons, ce lieu, avec mon père qui fermait consciencieusement l'appartement. Ma mère, auparavant, avait nettoyé de fond en comble l'appartement. Et mon père, d'ailleurs, lui disait maintenant, il faut arrêter de nettoyer parce qu'on s'en va et je ne sais pas si on va pouvoir revenir. Mais qu'importe, elle voulait absolument nettoyer cet appartement. Donc nous sommes partis avec la conscience que c'était un moment très important parce que nous sommes partis en plein mois de juin, mais avec des pullovers et des manteaux sur les épaules pour ne pas devoir les mettre dans les valises. Donc pour gagner de la place dans les valises, puisque nous sommes partis chacun avec 2 valises, mais très chaudement habillés dans un mois comme le mois de juin en Algérie où il fait extrêmement chaud. Alors, Benjamin Stora, maintenant, vous avez déjà commencé à planter le décor, j'allais dire géographique, de cette ville fascinante de Constantine. J'aimerais qu'on plante le décor historique. Vous avez un chapitre d'ailleurs qui est intitulé Une si longue histoire. Vous évoquez le riche passé donc de cette antique capitale qui était d'abord berbère, les mots d'admiration de Gustave Flaubert, Guy de Maupassant qui a écrit Salut aux Juifs, elles sont ici d'une beauté superbe. Vous dites aussi qu'il a eu des passages antisémites dans d'autres ouvrages. Est-ce que vous pourriez nous dire, sur les 100 000 habitants à peu près de l'époque, où vivaient les Juifs, où vivaient les musulmans, où vivaient les Européens, et puis quelle était la répartition ? Alors vous avez raison d'insister sur la ville elle-même, puisque la ville de Constantine, dans cet ouvrage, est un acteur principal du livre. C'est en soi un acteur principal. La ville est comme un personnage de cette histoire, un personnage essentiel de cette histoire. Une ville où vivaient majoritairement ce que l'on appelait les indigènes, en fait, les musulmans, bien sûr, et puis les juifs français, qui étaient français, qui se vivaient comme français, mais qui vivaient ensemble de manière enchevêtrée, avec un quartier européen, bien entendu, qui était décalé par rapport au quartier juif qu'on appelait le Charah de Constantine, dans lequel je suis né, rue Grand, moi, puisque je parle aussi beaucoup de ce lieu-là, et le quartier, par exemple, du Bardo, où vivaient les musulmans. Alors, la communauté juive de Constantine était très importante, c'est une grande communauté, puisqu'elle compte environ 15 à 20 000 membres, ce qui est considérable dans une ville, la 3e ville du pays, et c'est une communauté en même temps qui vit de manière traditionnelle, sur le plan religieux, sur le plan donc des pratiques culinaires religieuses, et puis aussi c'est une ville qui continue de pratiquer en partie la langue arabe, par rapport à des villes où cette pratique de langue avait complètement disparu. Je pense à des villes comme Alger, bien sûr, et Oran. C'était pas le cas de Constantine, où il y avait un attachement très fort à la fois à la religion juive, à la République française, et pour certaines familles, à la pratique de la langue arabe. Alors, il nous reste, le temps file toujours très vite, il nous reste 4 minutes avant la pause publicitaire, et j'aimerais qu'on évoque votre famille, donc celle de votre père, les Stora, celle de votre mère, les Zawi. Je dirais tout de suite que vous insistez sur les différences entre ces 2 familles qui me semblent un peu emblématiques des transformations à la fois sociales et culturelles des Juifs d'Algérie pendant les décennies qui ont suivi le décret Crémieux. Et puis bien sûr, j'aimerais que vous disiez quelle est votre hypothèse sur votre patronyme, Stora. Moi j'étais persuadé que vous étiez comme moi d'origine séfarade, ça ne semble pas sûr du tout. Oui, parce que pendant très longtemps, effectivement, on a cru dans le récit familial que nous venions de l'Espagne, en fait, de l'Espagne arabo-andalouse, bien sûr, avec la culture, etc. Alors, en cherchant un peu et en travaillant avec des amis, notamment qui sont des spécialistes de la question berbère, en fait, ils m'ont expliqué qu'étymologiquement, le nom était beaucoup plus proche de la berbérité que de l'histoire arabo-andalouse. Il y a un lieu qui s'appelle Stora, d'ailleurs. Et il y a d'ailleurs un lieu qui s'appelle Stora, qui est une plage très célèbre. C'était la plage des Constantinois, d'ailleurs. Nous allions à Stora en juillet et en août. Et puis c'est tout près aussi des Aurès, la ville de Constantine, qui est un grand bastion berbère. N'oublions pas la Caïna, bien sûr, la reine des Aurès. Et donc, le fait qu'une partie de ma famille, par exemple, ait habité aussi dans une autre ville qui est Kinchla, une grande capitale, une grande ville des Aurès, eh bien, fait que, effectivement, je penche davantage vers une hypothèse qui est celui d'un nom berbère. Et alors, c'était
plutôt les Stora qui se prenaient pour des Européens et les Zaouïs qui... Absolument, c'est là tout le paradoxe un peu ironique de cette histoire que je décris rapidement, c'est qu'effectivement les Stora avaient reconstruit peut-être un récit qui était celui de riches descendants, disons de familles andalouses, alors que les Zaouïs, normalement, devaient descendre de manière beaucoup plus orthodoxe, traditionnelle, de ce qu'on pourrait appeler cette sorte d'arabité juive qui pouvait exister. Et je me suis aperçu que les choses n'étaient pas si simples que ça, parce que la famille Zaouï était aussi des descendants de grandes familles, berbères aussi, qui ont été des artisans bijoutiers très célèbres de la ville de Constantine, des artistes, en fait, fondamentalement, des artistes en bijouterie qui fabriquaient des bijoux, et ces bijoux, en grande partie portés par des musulmans d'ailleurs, étaient des bijoux berbères. Et ce qui signale bien sûr cette liaison, ce lien très fort entre les communautés juives avec la berbérité avant l'arrivée des Arabes et de l'islam. Benjamin Stora, on a évoqué votre famille, on n'a pas le temps de rebondir, je veux juste simplement dire à nos auditeurs que vous évoquez aussi la figure de votre père. Votre père était un peu singulier dans cette communauté juive dans la mesure où il s'est marié tardivement, il a vécu en France avant la guerre, il a eu comme vous un engagement politique plutôt laïque, trotskiste dans ses jeunes années. Et bon, je me suis demandé, mais on pourra en reparler, mais en aparté, si ce père, par ses valeurs, finalement par la vision du monde qu'il avait, n'avait pas été pour vous inconsciemment un modèle. Mais revenons maintenant donc aux Juifs de Constantine et parlons de leur relation avec les musulmans. Page 33-39, vous évoquez une ville et une vie très orientale par la nourriture, le voisinage direct des Algériens qui ont acheté justement ce qui faisait, je dirais, la qualité de vie, ces plats particuliers pour les fêtes et avec tout le côté commun, la musique, les séances de hammam. Vous en avez gardé un souvenir ému. Il y avait quelques mots d'arabe que vous connaissiez, mais en même temps, vous dites qu'il y avait une distance assez méprisante pour leurs conditions sociales. C'est-à-dire qu'ils étaient très pauvres, mais on ne compatissait absolument pas. Mais en même temps aussi, et là j'ai apprécié que vous citiez un historien algérien, Mohamed Harbi, avec qui vous avez beaucoup travaillé, il y avait chez eux des préjugés, préjugés purement antisémites, qui remontaient à plusieurs siècles et qui n'avaient rien à voir, ni avec le ressentiment dû au décret Crémieux, ni au conflit israélo-arabe qui était beaucoup plus récent. Je sais que vous avez établi des relations confiantes avec beaucoup d'intellectuels musulmans. Est-ce que cette réalité-là peut aussi leur être racontée ? C'est-à-dire cette distance réciproque et aussi de chez eux ce préjugé anti-juif. Il y a les deux que je croise. Bien sûr, il y a ces préjugés, il y a à la fois donc cette proximité qui demanderait, qui nécessiterait de très très longues explications. On en a beaucoup parlé avec Abdelwahab Meddeb dans l'encyclopédie. Le regretté Histoire des relations qui nous a quittés. Histoire des relations entre juifs et musulmans. Donc ça a été l'objet d'un livre énorme de 1100 pages, donc on ne peut pas m'y attarder. Simplement, dans mon vécu, il y avait cette sorte de convivialité dans l'espace public, avec des musulmans qui étaient là dans l'espace public, y compris dans certaines fêtes, notamment les mariages avec les orchestres, puisque c'est une ville musicale, Constantine, une grande ville du Maalouf, et en même temps une séparation à la fois juridique, mais aussi avec des préjugés, disons, d'ordre religieux, social, etc., qui fait que les regards portés les uns sur les autres étaient pas toujours très tendres. Les regards portés par les musulmans sur les juifs, vous en avez parlé, mais je parle aussi du regard porté par les juifs sur les musulmans. Je croise des regards, je cite par exemple le philosophe Jean Cohen, qui parle de la façon dont lui-même regardait, avec une très grande franchise, dont lui-même regardait les musulmans. On voit que dans ces regards croisés, effectivement, d'un côté comme de l'autre, il y avait énormément de stéréotypes, de préjugés, à base, disons, de séparation religieuse ancestrale, à base aussi de statut juridique qui était celui du dhimmi, c'est-à-dire du sujet à la fois protégé et soumis en terre d'islam. Donc il y avait par conséquent une convivialité à travers la cuisine, la musique, la pratique de la langue, mais aussi une séparation sur le plan juridique, sur le plan religieux et sur le plan des traditions. Alors on va maintenant revenir à vos souvenirs d'enfance sur ces années de guerre d'Algérie. Quand on vous lit, on a l'impression qu'au début la vie continue. Vous dites les cafés sont pleins, les gens sortent, il y a de la gaieté. Et puis après les illusions du début, la guerre s'installe, elle se durcit. D'ailleurs, les dernières années, alors ça, c'est des souvenirs très durs. Vous ne sortez pratiquement plus de votre appartement, vous n'allez plus du tout à l'école à la fin. Il y a des tas donc d'événements qu'on n'avons
pas connu. Je parlais de ma Tunisie natale, on n'a absolument pas connu ça en Tunisie, c'est-à-dire les plastiquages de l'OAS contre des commerces musulmans, toutes les vitres cassées, y compris celles de votre propre appartement. Et vous énumérez, alors ça c'est un arrière-plan historique, tous les attentats qui avaient visé spécifiquement la communauté juive. Ces synagogues, ces lieux de rassemblement, ces personnalités, vous avez été très près de l'endroit où a été assassiné le grand musicien Raymond Léris, vous le racontez, le 22 juin 1961. Et en même temps, vous qui êtes historien, vous avez retrouvé donc tous ces documents, les appels du pied du FLN pour que les Juifs restent, le souvenir de 2 amis musulmans qui sont venus voir votre père quelques mois avant votre départ pour lui dire de rester. Et pourtant, donc sur 130 000 Juifs d'Algérie, seuls 4 000 restent, vous donnez le chiffre. Mais vos parents ont quitté Constantine juste avant l'indépendance. Et est-ce que vous savez pourquoi il y a eu tellement d'hésitation ? Il y a eu beaucoup d'hésitation parce que, c'était leur histoire, c'était leur pays, enfin l'Algérie, ils le vivaient comme ça. Et ils avaient jamais eu l'impression qu'un jour ils quitteraient ce pays. Lorsque la guerre d'Algérie va commencer dans les années 54, 55, 56, jamais, au grand jamais, disons, mes parents n'avaient le sentiment qu'un jour ils pourraient quitter ce pays. Cette idée a commencé à germer effectivement au moment de l'assassinat de Raymond, en juin 61, et puis ça a pris encore un an, entre juin 61 et juin 62, avec des discussions incessantes. Ça, vous en souvenez très bien. Ma mère. Ah oui, très bien. Vous savez, j'avais 10, 11 ans, 12 ans, donc c'est quand même des discussions incessantes le soir, d'angoisse aussi de mes parents, qui connaissaient mal, parce que mon père avait fait de courts séjours, en fait, à Paris. Et donc, ma mère n'était jamais venue en France. Donc, en fait, ils connaissaient mal la France, et ils avaient très peur. Et ce qui a décidé, in fine, mon père, je me souviens très bien, c'était cette peur des attaques de synagogue, dont je parle. Et ça, dans le fond, il se disait quel va être le statut des Juifs dans une Algérie indépendante. Ceux qui étaient venus le voir, ses amis musulmans qui avaient discuté avec lui, n'avaient pas répondu franchement à cette question. Et devant cette hésitation de ces amis-là, il a dit je préfère suivre la France et partir. Alors, Benjamin Storland, on arrive tout doucement donc à la fin de cette émission. Je rappelle à nouveau le titre de votre ouvrage que je conseille vraiment à nos auditeurs de lire parce que c'est un livre court mais extrêmement dense. Les clés retrouvées, une enfance juive à Constantine, donc édité chez Stock. On n'a pas le temps donc d'évoquer tout ce dont je voulais parler. Il y a un chapitre aussi, vous évoquez votre venue en France qui s'est fait dans des conditions misérables, des conditions sordides. Vous avez vécu un moment à 20 de votre famille dans 3 pièces, vous avez habité dans un local affreux. Et bon, je me dis, ce sont des sujets qu'il faut que les jeunes d'origine immigrée musulmane sachent aussi, cette misère des Juifs qui sont venus d'Afrique du Nord au début, parce que c'est une page assez oubliée. Moi, je voudrais évoquer juste la relation avec Israël, parce que c'est un fait que la communauté d'Algérie a été une des moins sionistes du bassin méditerranéen. Il y a eu seulement, je crois, 4000 Juifs qui sont partis vivre là-bas en 62. Vous n'êtes pas seulement un historien des événements, vous êtes un témoin des temps longs. Et aujourd'hui, les choses ont changé pour les enfants et les petits-enfants. Et il y a 2 raisons. Une qui est plutôt négative et une qui est plutôt, j'allais dire, positive. Celle qui est négative, c'est le ressentiment. C'est-à-dire le fait d'avoir l'impression qu'on rejoue la guerre d'Algérie ici. Et celle qui est plutôt positive, c'est finalement un Orient rêvé qui permet de renouer avec ses racines. Lequel, à votre avis, domine dans la jeunesse aujourd'hui? Moi, je pense que les deux aspects, effectivement, dominent. On n'a pas le temps de s'attarder, on arrive à la fin de l'émission. Je pense que les 2 aspects, c'est ce que je dis à la fin de cet ouvrage. Je termine là-dessus, sur ces 2 idées. C'est-à-dire ce sentiment, ce ressentiment plutôt, par rapport à cette histoire d'un pays perdu et la façon dont l'exil s'est produit. Donc il y a un ressentiment qui est réel. Et en même temps, dans le rapport à un Orient perdu, il y a un Orient rêvé qu'on espère peut-être retrouver dans un autre pays d'Orient qu'est Israël. Et qui est en même temps proche de l'Occident, ce qui renvoie à la condition des Juifs d'Algérie, qui étaient en Orient. Ils étaient à la fois très juifs et très français. Mais très occidentalisés. Ils étaient occidentalisés sur place, en Orient. Oui. Et donc, pourquoi ne pas retrouver ce sentiment, effectivement, dans l'Israël d'aujourd'hui ? C'est, en tout cas, ce qu'on espère, c'est dépasser justement le ressentiment. Parce que on l'a évoqué un peu ensemble en aparté. Il y a 2 types de Juifs d'Algérie. Il y a des grands intellectuels que nous connaissons,
que nous admirons en commun, comme par exemple André Chouraki, qui a légué un petit peu cet amour, je dirais, de l'autre, en général, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman. Et puis, malheureusement, il y a aussi des gens qui sont extrémistes aussi. Ah, il y a beaucoup, bien sûr qu'il y a des extrémistes aussi dans la communauté juive qui pensent à une mémoire de revanche, une mémoire de guerre, de durcissement, d'affrontement, c'est vrai. Mais il y a d'autres qui essayent de tenir des liens, de construire des passerelles pour éviter d'abord aussi et surtout que cette histoire se perde. Car c'est cette histoire a bien existé, une histoire bien réelle, même si elle a été difficile, même si elle a été compliquée et conflictuelle, mais ça a été une véritable histoire passionnelle et difficile entre juifs et musulmans, et la ville de Constantine en a été le témoin. Alors cette ville de Constantine qui est, comme vous le disiez, un héros, un acteur, que je ne connaissais pas du tout, mais qui est vraiment impressionnante par sa topographie, ce nid d'aigle. Je crois qu'Albert Camus disait que ça faisait penser à Tolède. À Tolède, ça ressemble à Tolède. Et puis une ville culturelle aussi, parce que c'est là que, bien sûr, il y avait le peintre Atlan qui est né là, le grand écrivain algérien Kattab Yassine est né à Constantine, et puis d'autres encore qui ont été des prix Nobel, dans la communauté juive. Les Cohen Tanouji. Voilà, les Cohen Tanouji qui sont originaires de Constantine. Il y a Raphaël Drey, bien sûr, que tout le monde connaît, et d'autres intellectuels encore qui sont originaires. Et puis, bien sûr, n'oublions pas quand même, Enrico Macias, qui est originaire de cette grande ville de Constantine, qui était le gendre de Raymond Léris. Merci Benjamin Stora pour ce beau livre. Merci Benjamin Stora pour ce beau livre. Peut-être que cette mémoire sera évoquée maintenant à la Cité de l'immigration que vous dirigez. Peut-être que cet exode des Juifs d'Algérie sera évoqué par une belle exposition. Je sais qu'il y en a une au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, mais qui parlait d'une manière générale de l'histoire de cette communauté pendant plusieurs siècles. Moi, je parle juste de l'arrivée en France, qui n'est peut-être pas assez bien connue. Merci encore, amis auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre prochaine émission. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.